Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. C'est pour faire face à la dégradation fulgurante des mœurs et suite à la recrudescence des plaintes que la division de la protection des mineurs et des femmes a organisé cette opération coup de poing de ratissage des jeunes filles mineures prostituées et des proxénètes dans tous les coins et recoins de la ville de Niamey. Il s'agit à travers cette action de lutter contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles et la dépravation des mœurs en général. Après donc la première phase qui consistait à la formation, la DGPN passe à la vitesse supérieure à travers cette opération dénommée Wangaro. Cette activité est la deuxième phase de l'opération Wangaro. Donc, après la formation, s'en est suivi l'opération coup de poing que vous venez de constater, qui a consisté à sillonner les 5 communes de la ville de Niamey pour ratisser, pour lutter contre la dégradation des mœurs, où nous avons remarqué, en tout cas ces derniers temps au niveau de la division protection des mineurs et des femmes, nous avons enregistré des cas de dénonciation et des cas de plainte et la police a été interpellée aussi par rapport à cette dégradation des mœurs. Donc en tant que premier acteur de protection de cette structure, nous avons organisé cette opération coup de poing en collaboration avec le BCN Interpol, avec l'appui de l'Interpol, le bureau régional de l'Interpol à Abidjan, qui nous a aidés pour organiser cette activité. Mais je le dis aussi parce que en réalité c'est une synergie d'action qui a consisté à organiser cette activité. Plusieurs autres directions de la police nationale ont contribué à la réussite de cette activité. Pour cette première sortie de l'opération Wangaro, le coup de filet a porté sur une centaine de jeunes mineurs et de proxénètes. L'exploitation sexuelle des mineurs étant un délit, c'est donc une procédure pénale qui sera ouverte contre ces personnes interpellées. L'objectif, certes, c'est de poursuivre les proxénètes qui sont en train d'amener ces filles à s'adonner à ces actes qui ne sont pas agréables. C'est la poursuite pénale parce que c'est une infraction. La fille mineure au Niger, elle n'est pas autorisée à se prostituer. La fille mineure, elle bénéficie de beaucoup de protection de la part de la loi. Et nous sommes les garants. Nous sommes là pour assurer, pour promouvoir cette protection des jeunes filles. Et ça fait partie. Et l'exploitation sexuelle, l'abus sexuel, l'exploitation économique, tout ce que vous voulez, la lutte contre la criminalité à l'égard de ces enfants-là, il y a de notre ressort de lutter contre toutes ces infractions qui peuvent concerner les enfants. Donc, c'est des personnes victimes. Parce que tout simplement, ce sont des enfants, ce sont des personnes fragiles, des personnes sensibles, des personnes immatures de par la loi. Voilà pourquoi ces personnes bénéficient d'une sorte de protection de la part de la loi. Ces victimes vont être prises en charge par la suite par des partenaires qui vont essayer de travailler sur une réinsertion sociale de ces filles. Quant aux jeunes victimes, une prise en charge leur sera assurée par les partenaires pour une réinsertion sociale. Pour rappel, cette deuxième phase de l'opération durera 3 jours. Les populations sont donc appelées à apporter leur contribution pour la bonne réussite de cette dernière.
C'est l'appel de l'honorable chef de canton et Serki Mousselmi de Djoundjou que ces prières collectives sont régulièrement organisées afin d'implorer Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il fasse du Niger un pays de paix, de progrès et de prospérité, de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. À l'image de cette prière collective organisée ce vendredi dernier, en présence des fidèles musulmans et des grands oulémas de l'ensemble du canton de Djoundjou et des cantons voisins, des prières ont été dites à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui veillent sur la culture sociale, à la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux vœux du président de la République, chef de l'État. Cette prière collective initiée par le chef de canton, l'honorable Mohamed Bachir Harouna Hambali et Serki Mousselmi de Djoundjou a revêtu un cachet particulier en ce mois de février. En effet, elle s'est déroulée dans la grande mosquée de Djoundjou qui vient d'être réhabilitée, ainsi que le palais royal avec le soutien du président de la République Mohamed Bazoum qui avait pris l'engagement de les réhabiliter lors de sa visite dans le canton. Une promesse tenue avec la contribution financière également du chef de canton de Djoundjou, l'honorable Mohamed Bachir Harouna Hambali. Depuis donc son élection à la tête du canton, l'honorable chef de canton de Djoundjou a décidé sur fonds propres de réhabiliter la grande mosquée du département. Donc, en tant qu'autorité départementale, je tiens à le féliciter pour son œuvre. Et je prie les autres ressortissants du département de Djoundjou de bien vouloir prendre son exemple pour des œuvres humanitaires. Masallacin nan kun gani ya koma sabo tas, to albarkacin da wannan Allah ya saka mishi da alheri, muna yi mishi godiya duk aikin da mutum ya yi ma musulmi da a ƙarfafa musulunci, to ai sa mishi addu'a Allah ya ƙara jika hannun shi da samu. Sarki dai yana ga taka rawa a zo a gani, bancin fannin noma da yake gai tun da ya hau yana nan yana bunƙasa noma cikin karkar ga tamu, yau ga fannin musulunci kuma bai yada shi ba. Responsable de l'agence du Hajj et de la Oumara, Hambali Voyage, l'honorable chef du canton de Djoundjou, à quelques semaines du début du Ramadan, a invité le peuple nigérien, qui est un peuple profondément croyant, à intensifier les prières collectives pour implorer la clémence et la miséricorde d'Allah pour faire du Niger un pays de progrès et de paix et pour qu'il nous gratifie d'une bonne campagne agricole. Il a invité les jeunes à redoubler d'efforts dans le travail, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, pour assurer l'autosuffisance alimentaire du Niger et renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Selon l'imam de la grande mosquée de Djoundjou, d'autres prières collectives sont également prévues à l'initiative toujours du chef de canton de Djoundjou, Mohamed Bachir Harouna Hambali, durant le mois béni de Ramadan. Lorsqu'on se fait des soins d'ongles, lorsqu'on fait de la manucure, donc lorsqu'on fait des soins d'ongles, on travaille dans un environnement de risque. Il y a beaucoup d'infections que les gens traînent sans le savoir. Nous parlons notamment des infections virales, hépatite B, hépatite C, le VIH et certains types de virus qui n'ont pas d'enveloppe. Dans ces conditions, les personnes qui font les manucures travaillent au minimum à un risque intermédiaire, sur un terrain de risque intermédiaire, parce que on peut avoir de petites effractions et être en contact avec des éléments sanguins. La peau de la main est richement vascularisée et innervée. C'est important. À partir du moment où quelqu'un est coupé de manière nette, le risque est plus qu'intermédiaire. Même si la personne n'est pas coupée de manière à ce qu'on voit du sang en quantité, après une manucure, il y a au minimum un risque minime à intermédiaire. Et dans ces conditions, il faut que celui qui fait la manucure, lui-même se protège et qu'il prenne des précautions pour protéger celui à qui il fait la manucure et les autres qui suivront après. Dans l'idéal,
lorsqu'on utilise un matériel chez quelqu'un, ce matériel doit être stérilisé en 4 temps. Voilà, avec le nettoyage, le séchage, on trempe dans une solution désinfectante et puis on stérilise à l'autoclave avec un stérilisateur dans l'idéal. Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, on peut avoir des solutions de remplacement, comme le fait de bouillir le matériel utilisé, qui sont des matériels non jetables en réalité en général, que nos manucures qui circulent dans la ville, qui le font dans l'informel, utilisent. Ça pose un sérieux problème dans ces conditions, parce qu'ils utilisent de l'alcool, certes, mais quel alcool? Vous savez, l'alcool est un bon désinfectant, un bon antiseptique même, mais il faut que ce soit de l'alcool à 70 degrés. Et comment utiliser l'alcool? Il faut verser l'alcool sur le matériel utilisé et le laisser sécher de lui-même. Il ne faut pas juste nettoyer, ça ne se fait pas ainsi. Puisqu'il y a des virus qui certes ne sont pas coriaces, il y a des virus qui ne résistent pas plus de 2 minutes à l'air ambiant, mais il y en a qui résistent, comme les virus de l'hépatite B, il faut réellement les éliminer. À partir du moment où il y a un risque de saignement, s'il y a un risque de saignement, la façon la plus nette d'avoir de l'assurance, c'est de stériliser de manière optimale avec un stérilisateur. Au minimum, il faut que... Donc, ces gens-là, nous allons nous adresser à eux, mais pas à eux seulement, puisqu'il y a des domaines du ministère de la Santé publique qui normalement s'en occupent. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Comme les coiffeurs traditionnels, les Wanzam, ont été sensibilisés, il faut qu'il y ait de la formation pour ces gens, puisque c'est leur gagne-pain, qu'ils sachent comment stériliser et comment travailler même, puisqu'il y a des éléments que je n'ai pas développés, j'essaie d'axer l'intervention juste sur les risques encourus. Et il y a énormément de risques, infection bactérienne, infection virale, infection mycologique. Et les champignons, ceux qui ont les ongles jaunes, s'ils ne sont pas des fumeurs et qui sont cassants et qui ont des espèces d'excroissance, ça évoque des champignons et c'est extrêmement contagieux. Là, c'est dangereux pour celui qui travaille, même pour celui chez qui il travaille. Il peut facilement disséminer une infection et donner une infection grave et difficile à traiter qui se généralise, tout comme il peut aller contaminer les autres. Surtout si son matériel désinfectant n'est pas efficace et s'il ne suit pas une certaine norme de désinfection. Il y a des risques sérieux. Ces gens doivent être formés sur la désinfection. Et même les salons de coiffure, les salons de beauté donc, qui font de la pédicure manucure, ces gens doivent avoir des stérilisateurs et ils doivent se former à la pédicure manucure. Nous ne pouvons être que des éternelles victimes de ce comportement des filles dont vous parlez. Et à côté de ce comportement des filles elles-mêmes, il y a aussi parfois la faute même de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler presque de la déscolarisation d'abord de la jeune fille. Nous sommes des enfants des années des indépendances. Nous étions à l'école aux années des indépendances. Nous avons fréquenté l'école mixte, ça veut dire qu'il y a des garçons et des filles. Il n'y a pas de preuve pour filles, il n'y a pas de preuve garçons et les filles se sont comportées, très bien comportées et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont été responsables de ce pays, mais aujourd'hui à la retraite. Ah, vous savez donc, à côté de cela, maintenant, il y a un autre événement, 15 avril 1974, l'arrivée des FAN, Forces armées nationales au pouvoir avec Seyni Kounché. Seyni Kounché, pour protéger la jeune fille, vous savez, a mis un décret dans lequel il y a en tout cas 1.219 où on protégeait la fille. Tout enseignant qui engrosserait une fille ou la marie ou va en prison, la fille a été protégée. Après cela, maintenant, régime pour régime, maintenant, et je vous dis franchement que les filles de la fin de Jori Amani et de la période de Kounché qui ont été à l'école primaire et dans les collèges et autres sont actuellement les responsables de ce pays-là, les filles. Donc la fille, pour une bonne fréquentation, a besoin de la couverture de l'État. Elle doit être en tout cas protégée par l'État même. Après maintenant, il y a eu un laisser-passer et un laisser-aller où la fille est
est poursuivi par des prédateurs. Les prédateurs, c'est les éperviers là qui viennent ramasser en tout cas les poussins. La fille n'avait pas de protection et surtout la fille rurale. La fille rurale n'a pas eu la chance de fréquenter suffisamment l'école parce que le parent au village confie sa fille en tout cas à un tuteur ou parfois manque de tuteur et c'est la fait que la fille parfois se trouve être engrossée même par son propre tuteur ou par les enfants du tuteur et voilà par exemple ce qui entrave totalement l'évolution scolaire de cette jeune fille-là. Après cela, maintenant, aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, la nouvelle république que nous avons est venue pour essayer de protéger la fille et mettre la fille dans des conditions d'aller à l'école, avec la création de l'internat. Sinon, si vous vous rappelez, il y a quelques années, où un président de la République a dit que la scolarisation du jeune Nigérien est jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais madame, est-ce que ce dire du président a été respecté dans la mesure où beaucoup de filles sont renvoyées de l'école à l'école primaire, au collège et même au lycée, à plus forte raison le cimetière qui est l'université. L'université est devenue pour la jeune fille aujourd'hui un cimetière parce que ce n'est pas toute fille qui réussit en tout cas à l'université de Damé. Et que après même le BPC, 98% des élèves sont orientés au lycée. Pourquoi? On a créé des écoles d'enseignement technique et professionnel. On doit donner parce que la jeune fille a beaucoup de problèmes devant elle. Le mariage, ainsi de suite. Et puis maintenant, autrefois à notre époque, une fille sans mariage avec bébé sur le dos, c'est une honte familiale. Et aujourd'hui, malheureusement, un enfant né hors mariage aujourd'hui est même célébré à grand bruit avec des taureaux égorgés, avec des moutons, ainsi de suite. Tout ça là, c'est la fête. De l'autre côté, donc maintenant, la nouvelle République aujourd'hui est en train de protéger la jeune fille en créant des internats. Si vous avez suivi quelque part, on a parlé de 140 internats. 140 internats peuvent contenir beaucoup de filles. Quant à la mauvaise fréquentation de ces jeunes filles-là, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle les réseaux sociaux, les appareils. De grâce, une fille du collège, une fille, comment s'appelle, même du lycée, que va-t-elle faire avec un appareil Android haut de gamme? 73 ans, cadre supérieur, je ne sais même pas comment aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux, à plus forte raison suivre donc la fille qui semble aller à l'école dans sa tenue imposée peut-être par l'État ou par l'institution, quitte la maison pour aller au cours. Dans la cour de l'école, fréquente en même temps la cour. Au lieu de venir, voyez, attention, la fille est partie pour faire des cours. Elle est dans la cour de l'école et elle fait la cour en ville. Elle quitte le matin pour aller à l'école, partie à l'école, on vient la couper et on s'en va maintenant, on la ramène 10 minutes avant la descente et puis on la ramène à l'heure. Vous pensez que votre fille a été à l'école pendant toute l'heure et alors que votre fille était en école buissonnière. Alors, c'est pourquoi j'ai condamné d'abord les réseaux sociaux. Et il faut savoir dans la vie, parce que si un enfant ou une enfant inscrite à l'école arrive à avoir un emploi, ça peut encourager les autres. Mais sur 100 enfants avec peut-être 20 filles inscrites à l'école, vous avez un résultat, prenons le résultat des examens de 2022. 27,18%. Combien? 73 sous les carreaux. Le bac, à peine 29%. 71 sur 100 dans le carreau. Avec ça, qui va encourager sa fille à aller à l'école? Personne ne va encourager. Donc, c'est ça parfois la faute même de l'État. Mais les enfants aujourd'hui, le modernisme a fait que avec châtiment corporel interdit, mais on est obligé de faire le châtiment corporel même à titre dissuasif.
Ça veut dire que depuis la maison, l'enfant doit avoir peur un peu de ses parents. À l'école, elle doit avoir peur de ses parents pour bien se comporter. Mais quand vous dites châtiment corporel négatif, l'enfant qui n'a pas peur, il va aller à la débauche très facilement. Et je vous dis que et parfois c'est les tentations. Vous êtes plus belle qu'une fille X qui s'habille mieux que vous. Vous êtes plus belle qu'une jeune fille qui se lève pendant la récréation, casse avec 1000 francs, 1500 francs. Alors que vous, vos parents vous ont donné du repas chauffé le matin, ou bien on vous donne 100 francs, 150 pour faire votre récréation. Ça vous tente. Vous dites en quoi elle est meilleure que moi. Elle casse avec 1500, elle fait inviter ses amis, alors que moi j'ai faim dans le ventre. Et la faim peut pousser quelqu'un à tuer, peut quelqu'un à escroquer, peut pousser quelqu'un à voler, pousser quelqu'un à délinquer. Et c'est ce qu'on appelle la délinquance juvénile du côté féminin. Donc la délinquance juvénile féminine est un danger pour nous les parents, et que franchement la jeune fille aujourd'hui doit être protégée, parce que si le chien peut abattre un gibier, la chienne aussi peut bien le faire. Il faut donner la chance à la jeune fille de réussir en tout cas à l'école, et de grâce en fin d'examen au collège, il ne faut pas orienter 98% des admis au lycée, parce que le lycée c'est une forme de mouroir pour une fille, à plus forte raison l'université qui est en tout cas un cimetière pour cette fille, parce que parfois à l'université la première année est une année obligatoire de redoublement pour la jeune fille. Pourquoi? Parce que nous autrefois, les formateurs, nous qui étions formateurs autrefois, ou nous qui avons été formés par des gens responsables, l'enfant est à l'image de son maître, l'enfant est à l'image de ses parents, et l'enfant est la fille de tout le monde. Mais si aujourd'hui l'enfant féminin devient la femme de tout le monde, en ce moment le système éducatif est raté, et avec ça on ne peut pas aller de là. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.